Bonjour. Musango Mouben Abignon, que la paix soit avec vous. Foueche Ningoupou Amuntin, Foueche Ningoupon, pas même Foueche Ningoupon, pas Cameroun, Foueche Ningoupon, pas Afrique, Aïwe, pas Mouinjona, ni Nkounjuna. Salam à tous, comme on dit du côté de l'Orient et du côté de l'Afrique du Nord, dans le Maghreb. Et je voudrais d'abord commencer cette vidéo en direct que j'improvise sur le chemin de ma marche matinale pour vraiment dire merci du grand cœur et de tout cœur à mon frère et ami Serge Bayongen au Canada, à Montréal, qui a facilité grandement mon admission au programme de recherche du Centre de recherche en droit de l'air et de l'espace de McGill University au Canada, l'une des universités les plus réputées dans le monde dans ce domaine de recherche-là. Et c'est toujours très important comme ça de voir des amis et des frères qui sont non seulement partagent un certain nombre de valeurs, de convictions et puis également de rêves, de visions autour de l'Afrique et du Cameroun avec vous, mais qui aussi peuvent spontanément donner de la main, donner de la voix ou tout simplement se mobiliser pour que des questions comme celle-là puissent être réglées sur le plan technique ou administratif et que l'Afrique, mon continent, notre continent, pour ceux qui sont africains comme moi et fiers de l'être et qui défendent résolument les questions et les enjeux panafricains dans le monde et dans les endroits où ils se trouvent modestement, et que l'Afrique demain, avec la perspective de la mise en place de l'Agence spatiale africaine dont les chefs d'État ont conclu du traité en 2016 au cours d'un sommet, et puis en 2019 ont décidé d'attribuer à l'Égypte le siège de l'Agence spatiale africaine. Or, comme vous le savez, pour qu'une agence spatiale comme celle-là puisse être mise en place, il faudrait des compétences dans le domaine scientifique, des compétences dans le domaine technologique, des compétences dans le domaine juridique et dans l'élaboration des politiques et des programmes spatiaux. Et c'est pour cette raison que nous, Africains, choisissons aujourd'hui d'avoir des études, d'avoir des qualifications, d'avoir des certifications et d'intégrer des programmes de recherche de très haut niveau pour que cela soit fait, parce qu'à l'horizon de 2023, effectivement, l'Agence spatiale africaine devrait décoller. Et que des pays comme le Kenya qui ont disposé d'une base de lancement, parce que l'Afrique a connu des lancements sur sa terre, des lancements de satellites français. Le premier satellite français a été lancé en terre africaine. Le satellite Diamant, il a été lancé à partir de l'Algérie, dans la base d'Amaguir. Et tous les satellites italiens, les satellites scientifiques de mission scientifique italiens ont été lancés à partir de la base dite de San Marco, de Malindi. En réalité, la localité de Malindi, c'est au large de Malindi, au Kenya, pour ceux qui connaissent la côte kenyane. Eh bien, le programme San Marco a été utilisé, les bases kenyanes, la base de lancement en haute mer, en mer du Kenya, pour lancer ces fusées sondes, ces fusées scientifiques de 1968 à 1988. Or, aujourd'hui, la base de Malindi sert à suivre les satellites qui sont lancés à partir de Kourou en Guyane, donc pour le compte de l'Agence spatiale européenne et du Centre national d'études spatiales français, donc pour le compte de la France et pour le compte de l'Europe. Donc je voudrais commencer d'abord par dire merci, parce que c'est important dans notre culture, dans nos cultures et traditions sur le continent africain, de dire merci à ses frères et sœurs quand ils ont participé grandement ou modestement à une action de cette envergure. Et puis, pour ceux qui suivent généralement mon actualité ou mes activités, à travers ma page, j'ai l'occasion de mettre en exergue ce déploiement et ce dynamisme spatial du continent africain avec des jeunes qui se forment. Nous avons mis en place un think tank qui sera bientôt opérationnel, et surtout il y a l'African Aeronautic and Space Association de mon frère Ouedraogo, qui est ingénieur chez Dassault, qui a été ingénieur chez Dassault en France, et puis qui développe un certain nombre d'activités dans le domaine spatial. Donc de toute façon,
nous aurons l'occasion de revenir sur cette actualité du droit, des politiques et des stratégies spatiales du continent africain et puis surtout également ce programme de bourse et de tutorat que nous mettons en place pour encourager les jeunes du continent, les jeunes qui sont au Cameroun, les jeunes qui sont au Sénégal, les jeunes qui sont au Mali, les jeunes qui sont au Togo, au Kenya, au Cap-Vert, en Guinée-Bissau, au Malawi, à Djibouti, aux Comores, à Madagascar, en Malawi, en Tanzanie, au Botswana, en Namibie, en Afrique du Sud, pour intégrer des programmes d'enseignement, des programmes de formation de très haut niveau dans le domaine spatial. Cela concerne un large spectre de formations. Elles relèvent de ce qu'on appelle la géodésique. La géodésique, c'est l'étude de la Terre, donc de la forme de la Terre et du magnétisme. Parce que tout à l'heure, j'ai évoqué la question du Kenya. Le Kenya étant situé sur l'équateur, c'est l'endroit idéal pour installer des bases de lancement, puisque vous remarquerez que ce soit Cap Canaveral aux États-Unis, que ce soit la base de Kourou en Guyane et précisément pour le Kenya, ces bases de lancement sont précisément situées sur l'équateur. Et ceux qui suivent également la page peuvent voir les webinaires et les conférences auxquelles je participe modestement ou d'autres participent que je retransmets sur la page sur les explications techniques concernant cette question de l'équateur qui est centrale dans l'installation des bases de lancement de fusées et des lancements de satellites. En rappelant que 11 États africains participent désormais à des programmes satellitaires. Il y a 11 États africains qui ont 41 satellites dans l'espace et c'est aussi un hommage à Muammar Kadhafi qui avait cru effectivement que notre continent pouvait être l'un des piliers dans le domaine spatial, mais heureusement, malheureusement, freiné dans son élan. Il y a également dans le domaine des études spatiales, en dehors de la géodésique, donc de l'étude des formes, la forme de la Terre et du magnétisme, il y a la physique de l'atmosphère. Et des jeunes Africains peuvent se former dans ce domaine-là parce que l'atmosphère est ce qui définit la délimitation entre l'espace extra-atmosphérique, donc ce qu'on appelle généralement l'espace, et puis l'atmosphère que nous connaissons tous, où il y a la couche d'ozone, etc., etc., l'atmosphère dans laquelle volent les avions régulièrement pour ceux qui en prennent. Donc dans les couches de l'atmosphère, il y a un certain nombre de propriétés, il y a des études à faire, et l'Afrique où a commencé, je le rappelle, l'étude scientifique des astres, parce que ce qu'il faut toujours dire aux jeunes Africains, c'est que l'étude scientifique des astres a commencé sur le continent africain il y a très très longtemps. Aujourd'hui, quand vous avez des personnes qui fouillent dans l'astrophysique ou dans la physique de cette atmosphère-là, ils vous révèlent que ce soit dans l'Égypte antique ou ce soit dans l'Afrique de l'Ouest ancienne, effectivement, les connaissances astrales étaient très poussées, très avancées. D'où l'intérêt pour les Africains de s'impliquer dans des domaines scientifiques pointus comme cela. Tout à l'heure, j'ai évoqué la géodésique, donc l'étude de la forme de la Terre et du magnétisme. Ensuite, j'ai parlé de la physique de l'atmosphère, puisque l'atmosphère est composée d'un certain nombre de couches. Les couches qui sont la troposphère, la stratosphère, la mésosphère, l'exosphère et la thermosphère. La Station spatiale internationale, pour ceux qui suivent l'actualité spatiale, il y a un vaisseau qui a été lancé par une entreprise américaine qui s'appelle SpaceX, qui est désormais dans l'espace, un lancement qui a été réussi puisque SpaceX, la spécificité de ce lancement, c'était quoi? C'était que ce ne sont plus les armées, ce ne sont plus les États uniquement qui lancent des vaisseaux ou des navettes ou encore des fusées et des satellites dans l'espace, ce sont maintenant les compagnies privées, ce qu'on appelle le New Space. Et donc dans l'atmosphère, il y a un certain nombre de couches et la Station spatiale internationale est située dans la thermosphère, c'est-à-dire à plus de 600 km au-dessus du niveau de la mer. Il y a la troposphère, donc c'est entre le niveau de la mer et 15 km. Il y a la stratosphère, c'est entre 15 et 50 km. Il y a la mésosphère, c'est entre 50 et 80 km. Et au-delà de la mésosphère, donc il y a la thermosphère. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on parle d'espace extra-atmosphérique, puisque les délimitations qui ne sont pas conventionnelles, le droit international de l'espace n'a pas défini de manière conventionnelle la délimitation de l'espace. Le droit international, c'est essentiellement 4 traités, dont le traité fondateur de 1967, dit traité de l'espace, donc qui régule les questions extra-atmosphériques pour le bien de l'humanité, étant entendu que dans les 5 principes qui caractérisent le droit international de l'espace, l'espace extra-atmosphérique appartient à l'ensemble de l'humanité, elle est un bien commun de l'humanité.
Donc dans l'étude de ces couches de l'atmosphère, c'est très important parce que des pays comme le Cameroun, des pays comme le Sénégal peuvent avoir des sondes, peuvent avoir des ballons dirigeables, peuvent avoir ce qu'on appelle high altitude platform, donc des drones qui vont au-delà de la troposphère, au-delà de la stratosphère pour étudier, observer l'espace, surveiller les côtes, surveiller la navigation et même avoir des usages militaires puisque nous faisons face à un certain nombre de menaces à nos frontières. Il y a également, après la géodésique et la physique de l'atmosphère, ça c'est pour inciter les jeunes Camerounais, les jeunes Africains à s'intéresser à ces questions. Il y a l'astronomie solaire, donc l'astrophysique de manière générale, c'est-à-dire que l'étude des planètes et des propriétés de l'univers. Il y a les questions qui concernaient tout à l'heure, je vous ai évoqué tout à l'heure la question des télécommunications, puisque les satellites aujourd'hui, il y a 11 États africains qui ont envoyé 41 satellites, qui sont ce qu'on appelle les CubeSats, les nanosatellites, donc des mini-satellites essentiellement. Le pays africain qui dispose de la technologie pour fabriquer les satellites aujourd'hui, c'est l'Afrique du Sud. Le Nigeria est en train d'évoluer également et l'Égypte dans ce cas-là, mais pour le Nigeria et l'Égypte, leurs satellites sont encore fabriqués à partir de l'extérieur. Donc ce sont des commandes. Et le Maroc, le Rwanda, les derniers pays africains qui ont lancé récemment des satellites également les font fabriquer à partir de l'extérieur. Il n'y a que l'Afrique du Sud qui possède de manière plus autonome. Et ce qu'il faut justement envisager avec l'Agence spatiale africaine, c'est l'autonomie stratégique du continent africain dans le domaine. Et puis également la question de la télédétection. Donc tout à l'heure j'ai parlé de l'observation de la Terre. Il faut saluer également les efforts d'un pays comme le Gabon aujourd'hui qui a une agence qui n'est pas véritablement une agence spatiale, parce que les agences spatiales, c'est l'Afrique du Sud, c'est le Nigeria, c'est l'Égypte, c'est l'Angola qui a une agence spatiale, un certain nombre de pays africains, mais le Gabon a choisi de mettre en place une agence pour l'observation de la Terre. Et c'est grâce au Gabon, par exemple, que le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, tout au moins les pays du bassin du Congo, disposent désormais d'images satellitaires sur la gestion de leurs forêts, sur la gestion de leur écosystème forestier. Donc, quand le Cameroun veut avoir des informations sur sa canopée ou un certain nombre de terres humides au Cameroun ou de sa partie du bassin du Congo, eh bien, le Gabon est instrumental sur cette question-là et c'est le lieu de saluer effectivement les efforts de l'État gabonais dans ce sens-là. Donc la télédétection, l'observation de la Terre, tout à l'heure j'ai parlé des satellites, des vols habités et puis d'un certain nombre de domaines qui, de manière générale dans les sciences spatiales, qui pourraient intéresser les jeunes Africains. Donc de manière à titre personnel, vraiment, nous faisons l'effort avec un certain nombre de spécialistes, de professionnels du domaine de l'espace, des sciences spatiales, du droit spatial, des politiques spatiales, d'inciter les jeunes, les plus jeunes Africains entre 20 et 25 ans à intégrer le domaine spatial pour que demain, en termes d'autonomie stratégique, en termes d'autonomie scientifique, les pays africains puissent avoir à la fois leur mot à dire. Notre continent est pionnier puisque c'est sur notre continent, en Afrique, qu'a commencé l'étude scientifique des astres et il ne faudrait pas que nous soyons les derniers quand il s'agit d'exploiter totalement les technologies spatiales et ce qu'elles peuvent apporter pour notre développement. Si je peux vous parler aujourd'hui, ce matin, à travers ce direct, c'est grâce au spatial. Si on peut, quand on a son véhicule à Paris pour aller à Rouen, quand on a son véhicule à Yaoundé pour aller dans une autre localité au Cameroun, on a son véhicule à Abidjan pour aller dans une autre localité en Côte d'Ivoire et bien en Afrique du Sud au Cap pour aller dans une autre localité en Afrique du Sud. C'est grâce à ce qu'on appelle les systèmes de navigation et de positionnement. Le GPS en est un. Le GPS, c'est le Global Positioning System, c'est le système américain. Et il n'y a pas que le système américain puisqu'il y a beaucoup d'autres systèmes. Les systèmes de navigation et de positionnement sont le système Galileo, c'est le système européen, sont le système Baidu, c'est le système chinois, sont le système GLONASS, c'est le système russe. Donc il y a un certain nombre de systèmes. Donc l'Afrique, notre continent, pourrait avoir son propre système de navigation et de positionnement. Je rappelle que, et le général Jean-Daniel Testé, qui était commandant de l'air et de l'espace en France, que je salue ici, dont j'ai eu le privilège d'avoir le cours, eh bien, je rappelle qu'il le disait, il a dit encore dans une récente conférence à la Fondation Jean Jaurès avec Geneviève Fioresco, qui a été ministre de l'Enseignement supérieur et de la Technologie en France, qui a été l'auteur du rapport sur l'Open Space, dont le rapport sur le spatial en France, et également Xavier Pasco, nous le disent. C'est-à-dire que quand il y a eu la guerre entre le Tchad et la Libye, puisque la France était aux côtés du Tchad, pour contrer l'avancée de la Libye, donc des troupes libyennes
au niveau du Tchad, ce qu'on appelait également la bande d'Aouzou, puisque la revendication territoriale portait sur cette bande d'Aouzou, eh bien les Français n'avaient pas encore de satellite militaire à ce moment-là. Nous sommes dans les années 80. Les Français ont eu leur satellite militaire dans les années 90, c'est-à-dire qu'au début des années 90, c'est ce qu'on appelle le Syracuse. Alors qu'est-ce qui se passait sur notre continent? Sur notre continent, je prends l'exemple du Tchad, je prends l'exemple également de l'Angola. Ce sont les Américains qui fournissaient aux Français les données satellitaires sur les positionnements des troupes de Kadhafi. Et les Français qui étaient frustrés par cela ont décidé de mettre en place un programme stratégique, donc un programme spatial à vocation militaire pour disposer de stations, pour disposer d'un satellite qui ce serait un satellite destiné à l'appui aux opérations militaires terrestres. Et donc, du coup, les Français, donc, aujourd'hui, ne sont plus dépendants stratégiquement des Américains. Ils ont dépendu des Américains pendant très longtemps pour avoir des images de positionnement. Et pour un autre cas, pour éliminer Savimbi en Angola, on a utilisé des images de positionnement satellitaire. Tout à l'heure, j'ai parlé du système GPS, puisque le système GPS à la base était un système militaire. C'est Bill Clinton qui a décidé, qu'il y a ce qu'on appelle la dualité technologique. La dualité technologique, c'est quoi? Un satellite peut avoir à la fois un usage civil, donc pour l'observation de la Terre, comme je l'ai dit tout à l'heure pour le Gabon, pour gérer nos forêts, pour dire à un agriculteur de mieux organiser la rotation de ces plantes ou bien de mieux rationaliser l'utilisation de ces terres et également avoir un usage militaire d'appui stratégique aux opérations terrestres en termes de ciblage, en termes de positionnement, en termes de commandement et en termes d'écoute également, puisque les satellites servent à l'écoute et à l'observation sur la Terre. Donc voilà de manière général un certain nombre d'enjeux et bien évidemment nous avons commencé ces conversations autour du spatial africain que nous allons poursuivre, nous allons continuer, nous allons renforcer. Il y a dans quelques jours le sommet spatial européen auquel évidemment nous allons participer. Je vais participer avec une communication et puis il y a eu le congrès international d'astronautique où également il y a eu une montée en puissance du continent africain à travers des communications beaucoup plus pointues de jeunes et puis de spécialistes africains. Il y a l'année prochaine le sommet des leaders africains du spatial auquel j'aurai le privilège avec un certain nombre de personnes de participer. Donc tous ces rendez-vous-là, nous allons les mettre en ligne. Nous allons les mettre en ligne pour que la question du spatial avec mes sœurs du Mozambique, avec mes sœurs du Zimbabwe, avec mes frères du Kenya. Je les salue, ils savent, et ils se reconnaissent, mes frères d'Angola, avec Fundi Bénédicte qui est là, peut-être que qui écoute également, qui sont très impliqués, non plus simplement intéressés, très impliqués parce qu'ils ont fait les qualifications, les études, les certifications nécessaires pour que l'Afrique ait ses propres ingénieurs, ses propres spécialistes, ses propres concerteurs de politique en matière spatiale et que nous ne dépendions plus. Vous avez vu l'exemple de la France, d'autres pays pour lutter contre Boko Haram, lutter contre le terrorisme, surveiller nos côtes, surveiller la désertification et puis intervenir en matière de catastrophes. Vraiment que nous soyons autonomes de ce point de vue-là. Alors j'ai voulu, après cette introduction, on va dire, sur qui était en fait un merci que j'adressais à mon frère Serge Bayongen, parce que comme je dis toujours, il faut dire merci. J'ai beaucoup de frères, de sœurs qui sont devenus mes frères et des sœurs, pas parce qu'on est de la même tribu ou on a le même, entre guillemets, le même sang familial. Beaucoup d'entre ces personnes-là se reconnaissent ici. Des personnes avec qui on partage évidemment des rêves, mais surtout de la solidarité, de l'entraide, qui est très réaliste et qui est très saine. C'est-à-dire que quelqu'un qui va pas te donner un coup de main, quelqu'un qui va pas faciliter quelque chose pour toi et aller raconter à qui vouloir l'entendre que ben voilà, écoutez, j'ai donné, j'ai fait ici, ici X, Y, Z. Non, des personnes saines. Et ça, j'apprécie énormément. C'est pour cette raison que j'ai voulu ce matin faire un clin d'œil à mon frère Serge Bayongen et puis surtout profiter pour inciter les jeunes Africains à s'intéresser aux questions scientifiques et technologiques, notamment aux questions spatiales. Alors, il y a une question que je souhaitais aborder ce matin en quelques minutes. C'est la question des élections régionales au Cameroun.
1996, une constitution dont les spécialistes, dont les juristes spécialistes de droit constitutionnel en sont encore à débattre dans les facultés, mais ce sont des débats théoriques, à savoir si c'est une nouvelle constitution ou si c'est une constitution révisée. Toujours que le 18 janvier 1996, au bout d'un processus contrôlé par le président Paul Biya et son parti, le RDPC, contrôlé par le président Paul Biya et ses affidés, contrôlé par le président Paul Biya et ses soutiens les plus loyaux, un processus qui s'est amorcé en 1991 après que des représentants de l'opposition camerounaise se sont donné la main pour que la conférence tripartite qui avait été organisée d'octobre à novembre 1991 ne soit pas une conférence tripartite habituelle de Monsieur Biya, une conférence sous contrôle. Eh bien, ces personnalités-là, dont la liste, je ne pourrais pas citer au risque de ne pas être exhaustif, la liste, se sont engagés au Palais des Congrès. Et ça a suscité de l'émoi dans l'opinion publique à cette époque-là, pour ceux qui l'ont vécu et pour ceux qui consultent les archives sur l'histoire politique et l'histoire citoyenne du Cameroun, ou l'histoire de la construction de la nation camerounaise. Eh bien, ils ont dit au Premier ministre Sadou Ayatou en 1991, on ne peut pas venir dans une situation aussi tendue, dans une situation, un temps aussi mouvementé, aussi important et crucial de l'histoire du Cameroun, on ne peut pas venir s'asseoir au Palais des Congrès pour parler uniquement de code médiatique et de code électoral. À ce moment-là, ils ont obtenu du Premier ministre, après des jours de péripéties, que soit inscrit à l'ordre du jour de la conférence tripartite d'octobre et de novembre 1991, que soit inscrit le point important concernant la Constitution, le point important concernant la forme de l'État. La question constitutionnelle a été adoptée, finalement, au bout de quelques jours. La Constitution constitutionnelle ayant été adoptée, la question de la forme de l'État, parce que nous avons vu un certain nombre de personnalités dites anglophones au Cameroun. Vous savez, moi, je me préserve et j'évite très souvent de dire francophone et anglophone. Et vous pouvez comprendre pourquoi. Mais les conditions et les circonstances historiques et politiques, parfois, nous l'imposent. Donc, des personnalités de la partie dite anglophone du Cameroun ont insisté. Ces personnalités s'appelaient Moukon, Albert Moukon. Ces personnalités, c'était Cardinal Toumi. Ces personnalités, c'était Ni John Fundi et bien d'autres. Pour que la question de la forme de l'État. La forme de l'État, c'était une revendication qui avait été portée depuis très longtemps par nos compatriotes des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, à la conférence tripartite. Et j'insiste toujours quand je parle de ces questions, des questions camerounaises, sur ces questions-là. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on trompe tout le temps les Camerounais. En tout cas, moi, on ne me trompe pas. C'est-à-dire que moi, je ne me fais pas tromper sur la question du Cameroun. Parce que je me suis formé, je m'informe au quotidien et je ne cesse de me former et de m'informer sur ces questions. Donc, on ne me raconte pas des histoires sur le Cameroun. Et donc, la conférence tripartite a adopté la question de la Constitution, comme étant un pacte social, un contrat social nouveau entre les Camerounais et ceux qui vont les diriger, inscrit dans le marbre de la loi. Ils n'ont pas obtenu la question de la forme de l'État, donc du fédéralisme, puisque cela a été renvoyé au calendrier grec. On a opposé une fin de non-recevoir à ces personnalités que j'ai citées tout à l'heure. Et dans le déroulé de la conférence tripartite, quand il y a eu ce qu'on a appelé une sorte de transaction constitutionnelle, c'est-à-dire qu'un document qui a résulté de la conférence tripartite, ce document devait être confié à une commission. La commission a été appelée la commission OONA. OONA, Joseph était secrétaire général de la présidence de la République, agrégé de droit, réputé sur le continent africain, qu'il a été à son très jeune âge, quelqu'un de brillant, Joseph OONA, droit constitutionnel, c'est l'une des références sur le plan africain. Eh bien, OONA, en avril 1993, a donc convié un certain nombre de personnalités. Ces personnalités étaient au nombre de 28 pour étudier
de manière beaucoup plus précise cet avant-projet. On l'a d'ailleurs appelé avant-projet OONA. Nous sommes en 93. Et l'avant-projet OONA produit, c'est-à-dire un document où la question de la décentralisation est inscrite en lettres d'or, la question de l'élection à 2 tours, 5 ans, renouvelable une fois, est également fixée comme les Égyptiens, nos ancêtres de l'Égypte antique, du Soudan antique, le faisaient dans la pierre. Entre 93 et 96, qu'est-ce qui s'est passé? Entre 93 et 96, il y a eu le comité consultatif constitutionnel de Simon Ashidiachou, d'une 50aine de membres, donc qui à partir de 1993 a repris la main, à partir de novembre 93, a repris la main sur la commission OONA, puisque entre-temps, il y a eu la question du débat sémantique. Le ministre Kontu Komuni ayant annoncé aux Camerounais qu'il allait avoir un grand débat national sur la question de la Constitution, et le président Paul Biya, de retour de France en novembre, a dit non, il n'était pas question de grand débat, il sera question d'un large débat, et que les Camerounais avaient à envoyer leurs propositions par fax, à l'époque, on est en 93, par fax, etc. Donc, une sorte de fumisterie encore. Et la commission, le comité technique constitutionnel donc de 1994, donc qui va prendre le relais de Simon Ashidiachou, voit un certain nombre de personnalités quitter justement ces rangs. Ces personnalités, c'est Frundi, ces personnalités, c'est le cardinal Toumi, qui estime que on ne peut pas discuter raisonnablement des questions qui concernent le Cameroun sans inscrire ce que les All Anglophone Conference de 1993 à Buea et de 1995 à Bamenda, parce que les All Anglophone Conference se sont réunis à 2 reprises. En 1993 pour contribuer à la commission OONA, donc à ce qu'on a appelé ce large débat, et en 1995 pour contribuer au comité consultatif constitutionnel de Simon Ashidiachou. Mais à partir du moment où ce n'est pas pris en compte, donc ces personnalités que j'ai citées tout à l'heure, c'est-à-dire ni John Frundi et le cardinal Toumi, ont choisi de quitter la commission, le comité technique constitutionnel, donc pour exprimer leur désaccord avec ce qui se passait. Et la transaction constitutionnelle consistait donc à quoi? Il fallait obtenir du président Paul Biya, puisqu'il y avait des personnes qui assuraient la navette entre le palais de l'Unité et l'immeuble Étoile, et tout au moins ceux qui travaillaient sur cette question, entre autres personnalités, le Premier ministre Ibrahim Bomonjoya, celui qui était devenu en 1992 roi des Bamoun, mais qui avait été ce qu'on appelle un dignitaire du régime, Ibrahim Bomonjoya, et bien d'autres personnalités, donc celle qui a assuré la navette donc entre le palais de l'Unité et l'immeuble Étoile pour discuter du contenu de cette transaction constitutionnelle, puisque dans le comité technique constitutionnel, on avait convié des personnalités comme Douala Mountome, des personnalités Robert Mbelambapé et d'autres qui sont connus des milieux du droit, Jean Foumanakam, et qui appartenaient essentiellement au Rassemblement démocratique du peuple camerounais et un certain nombre de personnalités de l'opposition. Alors, dans le texte, le président Paul Biya, qui essayait de grappiller, d'obtenir toujours des dispositions à son avantage, a obtenu que la question du mandat soit portée à 7 ans, renouvelable une fois. Donc, c'est-à-dire que le président, c'est d'ailleurs pour ça qu'en 2008 s'est posé le problème de la modification constitutionnelle, et parce que le président, ou bien d'un certain nombre de personnalités à l'intérieur du RDPC, qui pensaient que oui, leur tour est arrivé, bon, c'est une façon de parler, parce qu'il n'était plus question que le président Paul Biya se représente, représentant autant pour moi, puisque la Constitution ne lui permettait que de faire 14 ans. C'est-à-dire qu'à partir de l'élection de 1997, le président Paul Biya ne pouvait faire que 14 ans, étant entendu que la Constitution est finalement présentée en décembre 1995 et elle est adoptée le 18 janvier 1996. Et en novembre 1995, le président Paul Biya va présenter à l'Assemblée nationale cette constitution, donc ce projet de constitution du 18 janvier 1996 qui portait révision de celle du 2 juin 1972. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la discussion théorique et doctrinale continue dans les facultés et les universités pour savoir si c'était une constitution révisée ou une nouvelle constitution.
Donc le principe de la décentralisation va être perçu comme étant, parce que pour ceux qui étudient ces questions-là, pour vulgariser un peu, la décentralisation a différentes variantes, dont le fédéralisme ou la décentralisation avancée. Le Cameroun a choisi la décentralisation avancée et a laissé de côté le fédéralisme. Quand je dis le Cameroun, c'est que finalement la représentation nationale, qui est l'Assemblée nationale, tout au moins le texte qui est présenté, parce que ce qu'il faut dire aux Camerounais pour ne pas les tromper, ou pour tromper ceux qui nous écoutent, c'est que l'Assemblée nationale au Cameroun depuis 1945 n'a jamais adopté une proposition de loi venant d'un député. Depuis qu'il y a l'élection au Cameroun en 46, c'est-à-dire que l'Assemblée représentative du Cameroun, l'Assemblée territoriale du Cameroun, l'Assemblée législative du Cameroun et l'Assemblée nationale du Cameroun, qui fonctionnent à plein régime depuis 1972, eh bien depuis ces assemblées-là, aucun député au Cameroun n'a jamais fait passer une proposition de loi. Donc de manière constante au Cameroun, tel que on avait un tout petit peu hérité de la Constitution de 1958 en France, il y a ce qu'on appelle le parlementarisme rationalisé. C'est-à-dire que l'exécutif contrôle jusqu'au bout le processus législatif, avec l'ordre du jour de l'Assemblée qui n'est pas fixé par le bureau de l'Assemblée nationale, ce qui est une fiction juridique. L'ordre du jour de l'Assemblée nationale est fixé par le ministre des relations, du ministre délégué à la présidence chargé des relations avec les assemblées, qui est en fait la courroie entre l'exécutif et le législatif. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est monsieur Ouattara, en fait Bolvin, qui a la haute main sur l'ordre du jour de l'Assemblée. Il n'est pas question, et je l'ai dit tout à l'heure, un Camerounais comme moi, un Africain comme moi, ne se laisse plus tromper par des balivernes juridistes ou des balivernes sur l'histoire du Cameroun. Et donc, dans le cas d'espèce, quand vous avez donc dans un pays comme le Cameroun en décembre 1995, d'ailleurs le président de la République est venu en novembre 95 pour présenter ce projet de loi constitutionnelle sur portant modification de la Constitution du 2 juin 72, eh bien il était évident que cette loi allait être adoptée par la représentation nationale qui à l'époque n'était constituée que de l'Assemblée nationale et qui instituait donc par conséquent un parlement bicaméral avec un Sénat, donc chambre haute, et une Assemblée nationale, chambre basse. La décentralisation donc a été choisie en 1996 à travers cette constitution. Et nous allons avoir en 2014 un train de loi de décentralisation. Ce sont les lois du 22 juillet 2004, portant régime applicable aux communes et la deuxième portant régime applicable aux régions. Alors, on se dit, on entre dans un processus où les Camerounais allaient être beaucoup plus près de la gestion effective de leurs affaires. 96, 2014, remarquez, le temps est déjà très long. On est déjà à 8 ans. Un certain nombre de structures, un certain nombre d'infrastructures, tout au moins un dispositif législatif devait être mis en place pour accompagner ce transfert des compétences et ce transfert des pouvoirs aux collectivités locales décentralisées, à savoir la commune, puisqu'il y a deux échelons, la commune et les régions. Donc c'est pour cette raison qu'en 2004, il y a eu le régime applicable aux communes et le régime applicable aux régions dans la loi du 22 juillet, les lois du 22 juillet 2004. Alors quand on parle des régions au Cameroun, les régions sont celles qui épousent la délimitation administrative de 1983. Puisque la dernière fois que des provinces ont été créées au Cameroun, c'est en 1983, c'est-à-dire qu'un an après son accession au pouvoir, donc par dévolution successorale, puisque c'est Ahidjo qui a cédé le pouvoir à Paul Biya sur le plan constitutionnel, donc Paul Biya qui était Premier ministre depuis 1975, la modification constitutionnelle étant intervenue en 1979, il est devenu le successeur du président de la République en cas de vacances. En 1982, 6 novembre 82, président de la République, et donc en 83, il choisit de faire éclater un certain nombre de provinces. Il y a ce qu'on appelait le Grand Nord, ce qui suscite encore aujourd'hui les fantasmes d'un certain nombre de personnes, c'est-à-dire qui imaginent que effectivement on va donc statufier cette région du Grand Nord pour en faire un instrument de reconquête du pouvoir, comme si le pouvoir au Cameroun était une histoire de chaises, une histoire de tours, des ethnies, des tribus ou des régions, une histoire de frères du village, une histoire un peu comme si Ahidjo était devenu
président de la République du Cameroun parce qu'il était le plus intelligent des Camerounais, parce que comme si Ahidjo était devenu président de la République du Cameroun parce que les Peuls étaient à leur place naturelle, ou comme si Paul Biya est devenu président de la République du Cameroun en 82 parce que les Yezumbulu étaient ceux qui devaient avoir le pouvoir après André-Marie Mbida qui était quelqu'un du Sud. Oui, il y a encore des Camerounais qui nourrissent ces fantasmes-là et qui font croire aux jeunes Camerounais que la politique, malheureusement, hélas, c'est une question de région, d'ethnie et de tribu. Et cela, vous savez, pour ceux qui me suivent, parce que j'assume à la fois mes convictions et mes opinions, je les combats sur le plan intellectuel. Beaucoup d'entre eux sont des frères et des amis. Moi, je les combats de manière résolue sur le plan des idées, sur le plan intellectuel. Cette conception du Cameroun, qui est une conception du tour de la région, du tour de l'ethnie, du tour de la tribu. Eh bien, je fais partie des Camerounais qui, de manière régulière, de manière très précise, mais vraiment très précise, disent les choses qu'ils pensent, à travers notamment les réseaux sociaux, à travers les médias, à travers la presse, ou lorsque je suis convié à partager mes idées ou mes analyses ou mes convictions sur l'Afrique et le Cameroun. Donc, sur cette question de la délimitation des provinces, on a fait éclater la région, la province du Nord, dont le chef-lieu était Garoua. Et beaucoup de ceux-là qui vivaient dans cette province se plaignaient de l'hégémonie de Garoua, du fait qu'il fallait aller à Garoua pour tout faire, du fait qu'il y avait une domination, une surdomination effectivement d'un groupe ethnique sur les autres, etc. Et il y avait un soubassement, puisque ce sont les questions camerounaises, la question dite de la kirditude. C'est-à-dire que les populations qui avaient été repoussées par les Peuls, qui venaient du Massina, qui venaient du Fouta Toro, qui venaient du Fouta Djallon. C'est-à-dire que le Fouta Toro, c'est le nord du Sénégal, et le Fouta Djallon, c'est le sud du Sénégal. Et le Massina, c'est au Mali actuel. Donc il y a un certain nombre de populations de souche Ndjalobé, Férobé, Wolarbé, qu'on appelle les Peuls, ou qu'on appelle les Foulbé au Cameroun, qui sont venus par vagues successives après la fin du XVIIe siècle jusqu'au début du XXe siècle pour s'installer dans les régions qu'on appelle les régions septentrionales du Cameroun. Ces souches-là sont présentes dans un certain nombre de pays africains qui ont été traversés par ces populations Peuls. Elles sont au Cameroun, notamment. Et les populations sont arrivées et sont opposées à la de la qu'on appelle en général le kirdi. Les kirdis, c'est une expression locale qui désignait ceux qui ne croient pas, ceux qui sont pas musulmans, ou ceux qui sont animistes, comme on le dit très souvent chez nous, pour des gens qui ne sont ni chrétiens ni musulmans, comme si quand on n'est pas chrétien et musulman, on est forcément animiste. On croit en le fait que l'arbre, on croit au fait que la pierre est une âme. Bon, voilà, c'est une expression encore coloniale, une expression encore française qui a été imposée à l'organisation, à la structuration anthropologique, ethnique, culturelle et religieuse de notre pays, de nos pays, le Cameroun, que nous avons adopté. Et ces populations ont été repoussées dans les montagnes. Ce sont des populations qu'on appelle généralement les Podoko, les populations Mousgoum, les populations Kotoko, les populations Massa, les populations Toupouri et d'autres. Certaines ont été assimilées. Assimilées, c'est-à-dire qu'elles ont perdu l'usage de leur langue, comme les Bama par exemple. Quand vous allez dans le nord Cameroun, il y a des populations qui ne parlent plus la langue originelle, qui parlent le Peul, c'est-à-dire le Foufoulde. Une langue, puisque le Peul, il y a le Poulard, il y a le Foufoulde au Cameroun. Des populations qui, comme les Fali, qui justement se sont assimilés effectivement aux populations Peul. Les populations également qui ont composé dans une sorte de complexité politique comme ça avec les nouveaux Lamibé qui dépendaient de Sokoto au Nigeria et de Yola, notamment d'Adama, puisque Adama était un lieutenant d'Otman Danfodio. Eh bien Adama, qui est à l'origine de la province de l'Adamawa au Nigeria et la province de l'Adamawa au Cameroun, de l'état de l'Adamawa State au Nigeria et de la province de l'Adamawa devenue région de l'Adamawa en 83 au Cameroun, eh bien, il dépendait
de Sokoto, ils dépendaient de Yola au Nigeria. Eh bien, ces populations-là sont celles qu'on appelle les Kirdis. Ces populations-là se sont plaints pendant longtemps au Cameroun d'être les parents pauvres de la région dite du Grand Nord, les parents pauvres du septentrion. C'est pour ça que des personnalités comme Jean-Baptiste Baskouda, des personnalités comme Dakole Daïsala, qui ont été formées par un prêtre qu'on appelait Baba Simon, qui est une sorte de père des Kirdis là-bas, parce que c'est lui qui avait contribué, entre guillemets, à évangéliser des populations là-bas et qui s'en est occupé. Et donc, par conséquent, la kirditude est remontée à la surface. Elle est devenue un enjeu de politique et de géopolitique nationale qui a été intégré dans sa logique par le président Paul Biya et qui a donc attribué à ces populations donc de l'extrême nord, du Mayo Sava, du Mayo Tchanaga, de Mokolo, de Kousseri, du côté de Makari là-bas, qui leur a attribué une province, la province dite de l'extrême nord. C'est pour cette raison que quand vous entendez parler de la fille aînée du renouveau, c'est-à-dire que la première province que Paul Biya a créée quand il est devenu président, c'est la province de l'extrême nord. C'est ça qu'on l'appelle la fille aînée du renouveau. Ensuite, il y a eu la province du nord et la province de l'Adamawa, dont le chef-lieu est Ngaoundéré, et on a donc procédé également à l'éclatement de la province du centre-sud, et qui est devenue la province du centre avec chef-lieu Yaoundé, et la province du sud avec chef-lieu Ebolova, et puis subséquemment, après des années, on a délimité encore ces provinces en régions. Mais ça, c'est un autre débat. Mais nous parlons des régions aujourd'hui, qui étaient anciennement des provinces. Donc dans la loi de 2004, applicable aux régions, on se disait que les populations camerounaises allaient être au plus près de la gestion de leurs affaires, allaient être au plus près de ce qui les concerne. C'est-à-dire que vous habitez une région. Moi, j'ai vu en France des Camerounais. Et il y a une Camerounaise qui est très dynamique, très appréciée, etc., qui est au Conseil régional d'Île-de-France. Elle est de la région du centre, de l'aire du centre sud-est du Cameroun. Elle est conseillère régionale en France, conseillère régionale, et d'autres Camerounais aussi, qui sont dans les communes qui sont conseillers régionaux. Dans quelques temps, on va procéder à des élections régionales en France. Et cette personne-là, on ne lui a pas demandé d'où elle vient. Cette personne-là, on n'a pas demandé ni son ethnie, ni son quartier. Elle habite la région d'Île-de-France, et elle peut, à la place de Valérie Pécresse, devenir présidente de la région Île-de-France. Mais dans son pays d'origine, le Cameroun, elle ne peut pas être dans l'exécutif régional, présider une région où, par exemple, si tu es Moundan et tu es né à Yaoundé, tu vis à Yaoundé, tu ne peux pas être président de la région à Yaoundé. Voilà ce qu'on a consacré au Cameroun, notamment après ce qu'on a appelé le grand dialogue national et les lois de décembre 2019. Après le dialogue national, au lieu que ce soit la question de la cohésion nationale qui soit renforcée, on a plutôt renforcé les bantoustans ethniques, les bantoustans régionaux, les bantoustans tribaux au Cameroun. C'est-à-dire que si vous êtes Bamoun, si vous êtes Douala, vous devez être chez vous, entre guillemets. C'est-à-dire que vous avez des Camerounais qui sont nés où ils sont nés, comme des Douala qui sont en France depuis 40 ans, depuis 50 ans, depuis 60 ans, qui sont conseillers régionaux, qui sont conseillers municipaux, qui sont adjoints au maire. Personne ne leur demande quelle est leur ethnie en France. Personne. Personne ne demande à ces personnes Douala qui sont en France et qui demandent que chez eux, dans le littoral, ce soit des gens du littoral ou des Sawa. Donc, ces constructions encore idéologiques et ethnologiques qu'on fait au Cameroun, que ce soit eux qui soient à la tête des exécutifs régionaux. Et ça, on applaudit. C'est-à-dire que quelqu'un vient en France, il épouse une blanche française, il a des enfants métis, il est conseiller municipal, il achète un terrain, on lui donne un crédit pour construire une maison en France, il est propriétaire de sa maison en France, sur un terrain des ancêtres blancs, et il sème la haine, la diaspora entre les populations. Et beaucoup de Camerounais de la diaspora se sont lancés dans cette entreprise macabre pour que chez nous, au Cameroun, on consacre les bantoustans ethniques, alors que les pays dans lesquels on est venu vivre, en Allemagne, un Camerounais est maire en Allemagne.
Un Camerounais a été maire en France. Plusieurs Camerounais sont adjoints au maire en Allemagne. Plusieurs Camerounais sont adjoints au maire en France. Au premier niveau. Un Camerounais est adjoint à Paris. Il s'appelle Ngacha, un Camerounais d'origine. Ngacha. Un Camerounais est ils sont conseillers municipaux délégués à avoir des délégations en mairie à être adjoint au maire. Ngomu est Bachingu. Ngomu est Amileke. Ngomu est Dundé. Ngomu est adjoint, littéralement, à une délégation en mairie, à la mairie du 18e arrondissement. Le plus grand arrondissement de Paris, avec 218 000 habitants. Pourquoi autorise-t-on un Bamileke à avoir une délégation en mairie en France? Parce que rien n'interdit à Dieudonné Ngomu d'être maire du 18e. Rien. Il n'y a aucune loi. Sinon, le racisme, effectivement, comme ce qu'a vécu notre frère Michel Zecler. Sinon, le racisme, c'est peut-être les mœurs ou les mœurs viles, absurdes et idiotes d'un certain nombre d'entre nous qui peuvent nous empêcher d'être maire, d'être président du conseil régional, d'être député. C'est-à-dire que vous avez des Camerounais qui sont formés de façon absolument complète. Conseillers régionaux en France, qui peuvent être président de région de France, plus bonne région d'Europe, mais qui ne peuvent pas être président dans leur pays. Voilà ce que les Indiens ont laissé dans notre pays. Vu que les années Biya vont construire dans notre pays. Et comme belle, moi j'ai vu des amis et des frères qui ne font de politique. Ou de quotidien, ils ne manifestent pas. Mais plutôt de village, de leur roi, qui venir conseiller régionaux, partout du bruit, du nez, de la maritime, du maillot, du Matava, du Mbé, etc. Sera on l'a dit, chez moi, quand c'est mon vent, après à nous dire, je suis dans ceci, avant de monnaie. Je suis dans vous n'êtes pas quand on est quand tu passes à justement la manifestation oui, il y a pas Bamoun avant 1314 avant d'arrêter boum. La situation c'est la plaine de la Mawa, c'est-à-dire la région qu'on a que les Bamoun connaissent comme Rifoum. Quelqu'un qui est parti de cette plaine de la Damawa
Et il a fondé avec sa sœur Ngosso, parce que Ngosso, c'est celle qui a amené le royaume. Le royaume So, c'est à côté du pays Bamoun. C'est sa sœur. C'est la sœur du fondateur du royaume Bamoun. Donc vous avez les Bamoun, vous avez les So, qui appartiennent à deux entités. Et les Bamoun sont forgés dans un certain nombre de populations qu'on a fédérées, qu'on a agrégées. Donc aujourd'hui, si nous n'apprenons pas à nos enfants